Le point suivant appelle l'examen du suivi annuel du contrat pluriannuel de maîtrise des finances publiques conclu entre la ville de Saint-Denis-des-Vosges et l'État. Je donne la parole à M. Jean-Paul Beson, adjoint délégué aux finances, au marché public et à l'état civil. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le maire. Alors, effectivement, ça fait, je ne sais pas si c'est le hasard, un mois, pile jour pour jour, que le contrat a été signé par vous-même, suite à l'autorisation qui avait été donnée par le conseil municipal qui s'était tenu le 25 juin. Alors, je pourrais commencer, mais j'avais changé ma façon de faire, puisque j'avais l'intention de tenir compte. Et je m'aperçois qu'il faut que je règle mon vocabulaire, ces mots compte, décompte, à compte, argent comptant, à bon compte, compte rendu, parce qu'on avait taxé de déformation professionnelle. Donc je commencerai mon propos en vous disant qu'il ne faut pas perdre de vue que la France est sur le double plan du déficit et de la dette publique l'un des pays les plus en délicatesse avec les règles de l'Union européenne, et ce, sur un long terme. Sur une période de 15 ans continue, notre pays a dépassé 12 fois le déficit de 3%. Ce qui nous place, malheureusement, parmi les mauvais élèves, derrière la Grèce, derrière l'Italie. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Italie a de grosses difficultés pour faire passer son budget auprès de Bruxelles. Alors, on a ces difficultés et malgré tout, l'État s'était doté d'outils puisque la révision de la Constitution de 2008 permettait des orientations pluriannuelles des finances publiques définies par des lois de programmation. Elle s'inscrivait dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Alors vous avez affiché sur l'écran les différentes lois de programmation qui se sont succédées depuis, la première était en 2009. Vous avez les dates pour lesquelles elles ont été promulguées, publiées au journal officiel, et vous avez la période à laquelle elles s'appliquent. Alors vous remarquerez qu'elles se succèdent assez rapidement, que les deux premières avaient une durée normalement de 4 ans, les deux suivantes de 6 ans, la dernière de 5 ans, mais qu'en fait compte tenu que les lois de programmation successives arrivaient avant la fin de la période de la précédente, finalement les périodes pour les deux premières, pour la première était de 2 ans, la suivante d'1 an, la troisième de 2 ans et la quatrième de 4 ans. Alors c'est la dernière loi de programmation qui nous intéresse particulièrement. Elle a été discutée fin 2017 au Parlement. Il y a des débats parlementaires qui ont été assez délicats, voire douloureux. Cette situation a suscité l'ire des associations d'élus. Le texte contesté a été retiré et remplacé suite à la seconde réunion de la Conférence nationale des territoires. Donc j'en viendrai sur... C'est pas particulièrement un outil, mais enfin, ça a été une façon pour le gouvernement de sortir un petit peu de cette ornière. Donc la première réunion avait eu lieu le 17 juillet 2017 à Paris, dans les locaux du Sénat. La deuxième a eu lieu le 14 décembre 2017 et elle s'est déroulée à Cahors, dans le Lot. Et c'est pour ça qu'on appelle ces contrats qui ont été signés des contrats Cahors. En fait, puisque c'est la proposition du Premier ministre qui s'est faite devant les élus à Cahors qui a permis de déboucler la situation. Donc c'est au lieu de cette deuxième conférence nationale qui s'est déroulée, comme je le disais, le 14 décembre 2017. Ce dispositif a été approuvé par le Parlement en décembre et validé par le Conseil constitutionnel en janvier 2018. Alors, la diapo suivante vous présente la situation. En fait, l'objectif de l'État à l'horizon 2022, suite à la loi de programmation, c'était de réduire de 3 points les dépenses publiques du PIB et une diminution de 5 points de la dette publique. Les objectifs qui sont assignés aux collectivités, c'est premièrement une maîtrise de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, la deuxième, une amélioration des besoins de financement, et la troisième, une amélioration de la capacité de désendettement, uniquement pour les collectivités et les établissements qui dépassent en 2016 le plafond national de référence. Alors j'emploierai, pour ne pas avoir de
de remarque, j'emploierais le mot collectivité au sens large, c'est-à-dire que j'y inclurais les communes, les communautés d'agglo, les communautés de communes, les métropoles, les départements, les régions. Tout ça, j'appellerais ça collectivité, même si ce n'est pas tout à fait exact. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le contrat par lui-même. Donc, il vous a été présenté, comme je disais tout à l'heure, le 25 juin 2005 au Conseil municipal, et vous l'avez approuvé. Il a été donc signé par M. le maire le 28 juin. Il avait des avantages, parce qu'on l'a adopté, vous l'avez permis à M. le maire de signer, alors que ce n'était pas une obligation pour la commune de Saint-Dié, puisque les obligations, les collectivités qui étaient contraintes de le signer, du moins fortement conseillées, c'était les collectivités qui avaient un budget de frais de fonctionnement supérieur à 60 millions. Donc ce n'était pas le cas de la ville de Saint-Dié. Mais nous y avons trouvé un avantage, c'est pour ça que nous l'avons proposé, et vous verrez dans un troisième point les avantages que nous pouvons en tirer, sachant que la contrainte pour les collectivités qui ne respectent pas le contrat, c'est surtout en ce qui concerne la baisse des dépenses de fonctionnement, c'est une pénalité, je pourrais dire entre guillemets, qui est égale à 75% du dépassement. Limité à 2% des dépenses réelles de fonctionnement. En ce qui concerne les collectivités qui ont signé le contrat. Pour les collectivités qui ne l'ont pas signé, les contraintes s'appliquent malgré tout, et si elles ne sont pas respectées, la pénalité n'est plus de 75%, mais de 100%, toujours avec une limite de 2% des frais de fonctionnement réels. Les avantages qu'on peut en tirer, c'est en cas de respect des objectifs, c'est que le représentant de l'État, et je souligne peut accorder aux collectivités signataires du contrat une majoration des taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l'investissement locatif. Enfin, vous verrez par la suite que la contrainte qu'on a, elle était quasiment nulle, et que l'avantage, on peut tirer un avantage. Ça n'a rien de certain, on verra. Alors, sur la diapositive suivante, non, il faut remonter alors. Il faut remonter. Encore. Voilà. Je vous affiche un état des différentes collectivités. Donc la première ligne, c'est les mairies, enfin les communes. Donc 121 maires ont signé le contrat, ce qui représente 83% des communes qui étaient dans la fourchette des communes qui étaient obligées, enfin qui étaient invitées à signer le contrat. En ce qui concerne les agglomérations, la communauté urbaine, c'est 35, qui représentent également 83%. Les métropoles, il y en a 20, présidents ont signé, représentant 95% de la population. En ce qui concerne les départements, les présidents ont été 43 à signer, représentant 44%. Et les conseils régionaux sont au nombre de 9, représentant 53% de la population. Et il y a 16 collectivités volontaires, dont Saint-Dié. Alors ceci représente pour les collectivités qui étaient incitées à signer 228 signatures, plus 16 volontaires, ce qui représente un total de 244. Alors maintenant, on va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc là, je vous présente ce qui a été discuté, puisque tout ça s'est fait avec une discussion avec la DDGFIP, dans les directions départementales des finances publiques et les services départementaux. Donc on est parti des comptes administratifs 2017 qui ont été retraités d'après l'article 9 de la loi. Ce n'est pas un retraitement, on l'a fait comme ça un petit peu à la vite, c'est un retraitement qui est déterminé d'après l'article 9, d'après la loi. Donc c'est pour ça que vous ne retrouverez pas les 30 413 341 dans les comptes administratifs, puisqu'il faut partir des recettes de fonctionnement et déduire les opérations d'ordre.
les dotations aux provisions, les atténuations de produits, les atténuations de produits et les atténuations de charges. Tout ça pour arriver à ce montant de 30 413 000. Les montants suivants sont donc les montants qui sont majorés de 1,35%. Donc ce 1,35%, c'est aussi un taux qui sort des calculs qu'a fait l'administration, puisqu'à départ, on part avec un taux de 1,20, mais un taux qui peut être modulé à la hausse ou à la baisse, compte tenu de la démographie, de la construction de logements ou du revenu moyen par habitant. Donc toute cette correction fait qu'à Saint-Dié, on avait une autorisation d'augmenter, pour rester dans les termes du contrat, une autorisation d'augmenter nos dépenses de 1,35%, ce qui fait pour 2018 les chiffres que vous avez sur le tableau, pour 2019 1,35% de plus que 2018 et 2020 1,35% de plus que 2019. Le deuxième point sur la diapo suivante, vous avez l'amélioration du besoin de financement. Là aussi, on peut y faire un commentaire. C'est en fait la différence entre les remboursements d'emprunt et les emprunts contractés. Donc vous avez un montant d'emprunt de remboursement d'emprunt qui doit être de 2 747 935 qui figure dans les comptes administratifs, et on a souscrit en 2017 2 millions d'emprunts. Donc l'administration a retenu un montant négatif de besoin de financement qui correspond finalement à une capacité de financement. Or, le contrat Cahors nous demande d'améliorer notre besoin de financement. Alors on est déjà plus qu'amélioré puisqu'on est en capacité de financement. Malgré tout, on a, ce qui vous est présenté, c'est une amélioration de la capacité de financement. Alors vous allez me dire, on passe de 747 à 604, c'est une baisse, c'est vrai. C'est parce qu'en 2017, il y a eu des événements exceptionnels avec la reprise de la cuisine, ce qui a fait passer des écritures de 400 000 d'emprunts et de 160 000 de remboursement. Ce chiffre est à corriger pour arriver normalement, il n'est pas corrigé par l'administration, mais pour voir la tendance qu'on a voulu donner à ces critères, le montant de 2017 serait, sans ces événements exceptionnels, de 487 935. Donc on voit qu'on propose à l'administration, finalement, une amélioration année après année de notre capacité de financement. Alors, on va passer à la troisième partie la plus intéressante, puisque c'est la présentation de la réalisation, puisqu'on attendait d'avoir les comptes définitifs de l'année 2018 pour comparer à ce qui était prévu, ce qui avait été prévu un an plus tôt. Donc la première colonne, enfin la deuxième colonne, la première colonne c'est le millésime, la deuxième colonne vous présente les chiffres qui sont repris des diapositives précédentes, c'est-à-dire les calculs des montants de dépenses réelles de fonctionnement qu'on pouvait, pour être dans les clous, réaliser, et vous vous apercevez que la réalisation est égale à 27 629 533, largement inférieur à ce qui nous permettait d'être dans les bons élèves. Donc on est quasiment dans les très bons élèves, puisque la différence entre la réalisation et la dépense retenue pour 2017, c'est une baisse de 9,15%, mais si on compare la réalisation avec le montant qui était autorisé de 2018, c'est une baisse de 10,34%. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même important. Alors, en ce qui concerne la capacité, la diapo suivante, c'est la capacité besoin de financement, comme il est négatif, la capacité de financement. Vous voyez que pour un montant qu'on avait prévu à 604 129, la réalisation était à 604 699, c'est-à-dire un écart de 570 €. Un écart en amélioration. Alors, le troisième point qui était normalement qui figurait dans les contrats, c'est le désendettement. Assez bizarrement, l'administration, dans le courrier qu'elle nous a envoyé, courrier qui date du 23 mai, il est indiqué que le bilan annuel... non, je m'excuse, je viens de quitter
l'erreur, c'est pas dans le courrier, c'est dans le contrat. Dans le contrat, il était indiqué à la fin de l'article 4 que le bilan annuel réalisé sur l'exécution du contrat portera également sur le suivi de la dette consolidée, tout budget confondu. Et dans le courrier que nous a envoyé de l'administration le préfet le 24 mai, il n'est pas mentionné de montant de désendettement. Alors je vous les rappelle, on les a vus le mois dernier en vous présentant le compte administratif. En 2018, le désendettement a été pour le seul budget principal de 554 971 €, et tout budget confondu, comme le souhaite que soit présenté l'administration, le désendettement est égal à 1 758 638 €. Je pense que, suite à tous ces éléments qui vous ont été présentés, nous pouvons, sans rougir, nous présenter, nous qualifier de bons élèves. Alors, nous avons volontairement adhéré et signé le contrat avec l'État, et le premier exercice 2018 démontre que les objectifs assignés sont largement atteints et même dépassés. Nous n'avons rien changé depuis notre élection à notre politique financière. C'est en quelque sorte toute la période 2014-2018 qui se trouve validée par le représentant de l'État. Enfin, en effet, nous pouvons affirmer que notre commune a adopté dès 2014 la politique financière que le gouvernement demande aux plus grandes collectivités de produire maintenant. En point final, j'ajouterai que ce courrier de la préfecture doit être suffisant pour faire taire des voix d'anciens gestionnaires de la commune qui, de temps en temps, sortent à tort de leur torpeur habituelle. Voilà, monsieur le maire, ce que je voulais dire sur ce courrier que vous avez reçu dernièrement. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Je pense que dans votre propos, qui était à juste titre très complet, il faut bien insister sur quelques dimensions. D'abord, ces contrats que l'État a imposés à beaucoup de collectivités, 228, vous l'avez dit, ont fait l'objet, de la part de ces collectivités, d'un vaste débat. Mais nous avions choisi d'adhérer à ce dispositif de contrôle de l'évolution de la dépense publique, de l'amélioration de la capacité à investir et diminution du besoin de financement et de la capacité de désendettement. Nous avions adhéré donc à ces trois dispositifs volontairement et nous n'y étions pas obligés. À l'époque, encore une fois, en France, 16 collectivités qui l'ont fait volontairement, c'est très peu à l'échelle nationale. Et du reste, dans le département des Vosges, nous sommes la seule collectivité, avec le département des Vosges lui-même, la seule dont les comptes sont ainsi, entre guillemets, certifiés, contrôlés par l'État, avec évaluation par la direction départementale des finances publiques sur les objectifs, la réalisation des objectifs. Je rappelle bien sûr que toutes les collectivités ont leurs finances qui sont tenues par la direction départementale des finances publiques. Mais pour le département des Vosges, il n'y avait pas eu vote volontaire, mais les comptes sont également contrôlés suivant les mêmes principes. Donc nous n'y étions pas obligés, nous avons fait ce choix, et vous l'avez dit, monsieur l'adjoint, c'est parce que nous étions confiants dans le fait que notre gestion, depuis le début de ce mandat, est une gestion rigoureuse. Nous l'avons déjà dit, pas une gestion qui soit une gestion en simple bon père de famille, une gestion rigoureuse pour pouvoir retrouver des capacités à investir et à se projeter vers l'avenir. Et c'était bien ça l'objectif que nous nous étions assignés en début de mandat. Et puis, vous le disiez, la raison pour laquelle nous avons signé volontairement, et nous avons donc demandé à l'État de se prononcer sur notre trajectoire de dépenses publiques, de capacité de désendettement et de capacité à investir, c'est parce que nous voulions deux choses. D'abord, qu'il y ait une parole, vous l'avez dit en codicile de votre, ou en fin de discours, nous voulions qu'il y ait une parole officielle qui vienne dire ce que nous disons ici à la tribune du conseil municipal depuis le début du mandat, à savoir que nos comptes sont sincères et que la trajectoire de redressement financier, elle est courageuse, ambitieuse et encore une fois indiscutable. C'était l'objectif, d'avoir cette parole officielle qui attestait du grand sérieux et de la grande rigueur de redressement de nos comptes. Et puis, nous espérions, et nous espérons toujours, pouvoir bénéficier, du coup, ça faisait partie du contrat, vous l'avez dit, d'un bonus, comme les collectivités qui respectent les engagements
de réduction de leurs dépenses. Et effectivement, vous l'avez dit, nous sommes sur les 3 objectifs tout à fait, nous pouvons être satisfaits de la gestion qui est la nôtre, en particulier sur l'évolution des dépenses de fonctionnement, puisque je précise à ceux qui pourraient se poser la question que la baisse de 9,35% qui est attestée par la lettre du préfet est une baisse après retraitement des transferts à la communauté d'agglomération. C'est important de le dire, puisque si il n'y avait pas eu de retraitement, on serait sur une baisse de 13,39% des dépenses de fonctionnement. Et après avoir ôté tout ce qui relève des transferts à la communauté d'agglomération, on arrive à une baisse avec le même périmètre, si on regarde le même périmètre, de 9,15% des dépenses de fonctionnement entre 2017 et 2018. Ce sont des très bons résultats, bien au-delà de l'augmentation qui était permise de 1,35%. Pour être tout à fait clair, une collectivité, si on avait fait 1,20%, l'État nous aurait dit plus 1,20%, l'État nous aurait dit c'est bien. Si on avait fait plus 1%, l'État nous aurait dit c'est bien. Et on a fait moins 9,15%. Presque. Et donc par rapport à l'objectif, effectivement, on est à plus de 10% de différence. Donc c'est dire que y a une parole officielle qui vient attester que cette gestion est rigoureuse, que nous sommes dans une trajectoire vertueuse de redressement des finances publiques de cette ville, qui nous permet d'investir et qui nous permettra, à la fin du mandat, de nous regarder dans la glace et de nous dire qu'on livrera, quel que soit l'avenir des municipalités qui viendront, on remettra la ville dans une situation bien meilleure que celle dans laquelle nous l'avons trouvée. Bien meilleure, qui a demandé beaucoup d'efforts depuis le début de ce mandat, mais j'insiste tout de suite là-dessus, efforts qui devront être poursuivis au cours du mandat qui commencera en 2020, quel que soit le maire et l'équipe municipale qui auront à la conduire. Notre ville devra continuer sur ce chemin du redressement financier pour retrouver des marges de manœuvre. Si nous investissons plus aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait des économies, des efforts. Et bien sûr, je voudrais en remercier l'adjoint aux finances, tout particulièrement, l'adjoint au budget, tous les élus qui sont autour de la table, parce que d'une façon ou d'une autre, chacun y a pris sa part, et singulièrement, bien sûr, les membres de la majorité, et puis les membres de l'administration, l'ancien directeur général des services Bruno Didier, tous les directeurs ici présents, qui réussissent à faire plus avec un budget qui est plus que contenu, qui est un budget rigoureux. Voilà. Donc on peut être rigoureux et ambitieux. C'est ça la leçon que l'État vient aujourd'hui de témoigner de la sincérité à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, il s'agissait d'un